Merci d'être venu. Ça me fait plaisir d'être ici cet après-midi. Donc, juste avant que je commence, et pas en médecine dentaire ici. Il y a quand même pas mal de monde qui ne savent pas vraiment c'est quoi ma spécialité. Donc, c'est ça qui est un peu la difficulté dans ma présentation, c'est que je vais être obligé de vous présenter ce que je fais sans la technologie. Je vais vous présenter comment je la fais maintenant avec la technologie. Qui sait c'est quoi un chirurgien maxillofacial? Tout le monde? À part on est vraiment riche. Quoi d'autre que vous savez des chirurgiens maxillofaciales? Donc, la chirurgie maxillofaciale, c'est en fait une spécialité de la médecine dentaire qui est en train d'avoir les racines dans la spécialité de la médecine. En fait, la plupart des programmes canadiens maintenant font le double degré, c'est-à-dire qu'ils font la médecine en même temps que la chirurgie maxillofaciale. Et aux États, ça fait déjà presque 10 ans que les deux sont faits. Donc, c'est vraiment une spécialité où on opère et on pratique sous une licence de médecine dentaire, mais c'est une formation chirurgicale, médicale et en anesthésie qui nous permet de pratiquer notre domaine. Ça va de choses relativement simples, des extractions dentaires et des implants dentaires, à des reconstructions complexes de tumeurs bénignes, malignes et des gens qui ont été traumatisés. En général, comment ça marche, c'est qu'on partage par hôpital. Ce n'est pas qu'un maxillo fait du trauma puis un plasticien n'en fait pas. En général, ça dépend qui est à l'hôpital et comment on partage les gardes. Comme à un des hôpitaux où je travaille, c'est par jour. Les jours impairs, c'est le maxillo qui est de garde. Le jour pair, c'est le plasticien qui est de garde. Puis à un autre hôpital, c'est par mois. Donc, dépendamment du mois, c'est soit l'ORL ou le plasticien qui est de garde. Donc, c'est une spécialité qui a évolué énormément à travers les années. Au début, on n'était rien d'autre, pas rien d'autre, mais on était juste un dentiste qui faisait beaucoup plus de chirurgie dentoalvéolaire, c'est-à-dire des chirurgies à travers la bouche qui entouraient au niveau des dents et des gencives. Ensuite, on a évolué à être un petit peu plus. Donc, on est devenu un peu la risée, autant de la médecine dentaire que de la médecine, parce qu'on était vu comme un peu un bûcheron, quelqu'un qui n'avait pas de finesse, quelqu'un qui faisait vraiment des chirurgies grossières, contrairement à d'autres sphères de la spécialité. Et finalement, maintenant, on commence à être reconnu comme ayant vraiment une capacité d'opérer, de reconstruire le complexe maxillofacial au complet à travers notre formation. Donc, quand on parle du futur, c'est ça qu'on veut faire. Quand tu opères, tu veux être capable de savoir qu'est-ce que tu vas donner comme résultat. Tu veux être capable de voir le futur. Donc, il y a une personne vraiment célèbre qui a dit « La seule façon de prédire le futur, c'est de l'écrire ». Qui a dit ça? C'est un Américain. Abraham Lincoln, superbe. C'est américaine? Non. Est-ce que tu aimes les États-Unis? Non, bon. Donc, Abraham Lincoln a dit « La seule façon de prédire le futur, c'est de l'écrire ». Et réellement, c'est vrai. Si tu décides de faire quelque chose, bien, tu peux prédire le futur. Ensuite, il y a une deuxième personne qui a dit « La seule façon de prédire le futur, c'est de l'inventer ». Qui a dit ça? Vous avez tous, probablement tous, un de ces appareils chez vous ou sur vous en ce moment. Qui? Est-ce qui Ben? Non, Steve Jobs. C'est encore toi? Pas pire. C'est quoi les chiffres de la loto la semaine prochaine? Donc, réellement, Steve Jobs a écrit « La seule façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. » Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Et maintenant, nous, ce qu'on dit, pas juste en chirurgie maxillofaciale, mais en plastie, quand on utilise les technologies pour prédire et planifier nos chirurgies, ce qu'on dit, c'est que la seule façon de prédire le futur, c'est de le planifier. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter comment on fait pour planifier la chirurgie, pour avoir moins de variables, pour sauver du temps et aussi pour pouvoir montrer au patient un peu avant la chirurgie à quoi il peut s'attendre. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours utiliser une technologie et un peu comme il disait qu'en cas d'urgence, on ne peut pas utiliser la technologie pour diagnostiquer une urgence. Quand le patient est traumatisé, il est polytraumatisé comme ce patient-ci, tu ne peux pas utiliser la technologie. Il faut juste que tu fasses. Donc, tu ne peux pas décider de juste opérer avec la technologie. Il faut savoir opérer sans la technologie et ensuite utiliser la technologie pour améliorer le sort des patients quand c'est possible. Les avantages, bien, ça permet de mieux visualiser et planifier la chirurgie avec ton patient et de communiquer avec les différentes équipes. Si nous sommes plusieurs équipes à travailler ensemble, c'est plus facile de montrer une image et de communiquer et voir qu'est-ce qu'on va varier. Ça permet de minimiser le temps opératoire. Donc, pour le chirurgien, c'est un peu moins fatigant, mais surtout pour le patient. Donc, quand on fait des grosses chirurgies, donc moins de temps sous anesthésie générale, ce qui est très, très important. Et ça permet surtout une plus grande compréhension de la part des patients. Quand on voit le patient, on lui démontre la technologie, on lui démontre la planification virtuelle, il est un petit peu plus en mesure d'accepter et de poser les bonnes questions. Les désavantages,
c'est comme je vous ai montré le cas du patient qui était polytraumatisé, c'est très difficile d'utiliser la technologie en cas d'urgence. En cas d'urgence, il faut que tu le fasses de la bonne vieille manière. Il faut que tu utilises le repère que tu connaisses. Donc, il faut que tu apprennes à opérer en premier. Ensuite, tu apprends à utiliser la technologie. Le coût, il y a un coût associé à ça. La plupart des cas que je vais vous montrer, je les ai faits aux États-Unis quand j'étais en résidence parce que le coût n'est pas vraiment un problème. Aux États-Unis, les hôpitaux sont des institutions financières. Ils font de l'argent et ils ont de l'argent à en redonner, alors qu'au Canada, c'est toujours un problème. Le coût, le patient ne veut pas l'assumer. Le patient qui est malade, qui a un cancer, qui a une tumeur, ne veut pas payer 10 000 de plus pour une planification virtuelle. Il va te demander, es-tu capable de le faire sans la planification? Puis je suis capable de le faire sans la planification. Donc, il va sûrement ne pas l'utiliser. Quand on parle de planification, on finit par prendre des scans. Pas seulement un, on finit par prendre plusieurs scans du patient. Et le problème, c'est qu'il y a une certaine dose de radiation associée à ça que les patients, des fois, ne veulent pas subir. Avec les avancements technologiques, les scans diffusent de moins en moins de radiation. Donc, c'est de plus en plus facile de convaincre votre patient d'y aller avec la technologie. Et il faut réaliser que toute chirurgie peut être accomplie sans cette technologie. Donc, c'est juste un outil de plus. Ce n'est pas mal de l'utiliser, mais il ne faut pas en devenir dépendant. Donc, je vais vous présenter 4 domaines que je pratique où j'utilise cette technologie de plus en plus et qui me permet une plus grande précision, mais surtout qui me permet d'avoir un meilleur résultat ou du moins un résultat plus prévisible. Les implants dentaires, la chirurgie automatique, la chirurgie de reconstruction et les chirurgies de tumeurs. Donc, pour ceux qui ne sont pas en médecine dentaire et qui ne sont pas dentistes, donc les implants dentaires, c'est seulement une vis qu'on visse dans l'os de votre mâchoire qui va éventuellement recevoir une dent. C'est souvent fait en 2 équipes. Et ce qui arrive, c'est que moi ou l'autre spécialiste ou quelqu'un qui pose l'implant dans la mâchoire, il y a une certaine période de guérison. Et ensuite, on doit poser cet implant-là pour qu'il soit dans une position acceptable pour recevoir la dent pour le dentiste qui va faire la dent. Donc, essentiellement, cette partie-ci, c'est la partie que je fais. Et il faut que je l'oriente de façon quand même raisonnable parce que des fois, on ne peut pas faire des miracles quand on fabrique la dent. Donc, ça, c'est un cas d'une patiente qui a été accidentée et qui a perdu toutes ses dents antérieures. Donc, j'ai su aller au pif. Cette patiente-là ne voulait pas attendre. Elle voulait vraiment y aller tout de suite, se faire opérer, enlever ses dents et avoir un sourire le plus rapidement possible. Elle a à peu près 24 ans, donc c'est sûr qu'on peut la comprendre. Donc, j'ai pris une greffe osseuse d'ailleurs de sa mâchoire. Ensuite, exposé le site où elle a eu sa perte et son accident et j'ai reconstruit sa mâchoire dans l'éventualité de mettre des implants pour qu'elle reçoive des dents. J'ai refait, et ça, c'est 4 mois plus tard. Donc, tout au pif. J'ai tout ça, j'ai tout mis la greffe, j'ai pas mal une bonne idée d'où je veux les implants. J'ai une idée de combien d'os j'ai besoin, mais tout ça est quand même relativement fait au pif. Ensuite, je mets les implants, qui sont les racines qu'on implante dans la mâchoire et dans cette greffe osseuse que j'ai mise pour la patiente. Et on laisse guérir un autre 4 mois. Et ensuite, mon collègue qui fabrique les dents doit prendre un moule, donc une empreinte qu'on appelle, et il doit ensuite aller couler un modèle et faire ça tout à la mitaine. Donc, le laboratoire va ensuite avoir de la pierre, il va ensuite créer ces dents-là de porcelaine sur le modèle et le patient va recevoir ces dents-là pour remplacer son sourire qui est vissé en bouche dans la greffe. Donc, c'est quand même un processus qui s'étend sur plusieurs mois et ça a tout été fait, pas au pif, mais relativement au pif. Mais ça donne quand même un très, très bon résultat parce que j'ai une bonne idée de ce que je fais et le prosthodontiste a une bonne idée de ce qu'il fait. Ça, c'est un autre cas. Une patiente qui a un accident de vélo, qui a perdu. Quand elle est tombée sur le côté de sa mâchoire parce qu'elle avait elle avait son... elle avait quelque chose dans la bouche. Non, pas un mouthpiece. Elle avait son téléphone dans la bouche parce qu'elle parlait en même temps au micro. Fait que quand elle est tombée, le téléphone est rentré puis il a cassé la moitié de sa mâchoire. Donc, elle a perdu la moitié de la dentition. C'est sûr que cette patiente-là, je ne peux pas la reconstruire avec une greffe osseuse que je vais prendre au niveau de sa mâchoire. Donc, je vais aller prendre la hanche de la patiente, chose qu'on est habilité à faire, et je vais reconstruire sa mâchoire au complet. Je pourrais y aller au pif, oui. Je pourrais prendre l'os au niveau de sa hanche, qui va amener relativement de morbidité. Je peux mettre de l'os pas mal partout et espérer ensuite que j'ai l'os où je veux mettre mes implants. Mais je peux aussi planifier virtuellement avant le cas pour voir où j'ai besoin d'os et combien d'os j'ai besoin. Donc, est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'on peut éteindre les lumières ou... Non. Non. C'est mieux? Fait que là, si on planifie, j'ai pris un scan avant la chirurgie. Donc, vous voyez qu'en 3D, maintenant, on peut voir ici tout le manque d'os. Et si on regarde ici, il manque d'os en arrière ici pour mettre des implants. Et même avant de faire la greffe osseuse, je vais planifier où je veux mes implants sur le logiciel. Donc, ce sont les implants et la position où je veux mes implants. Et là, je vois clairement ici qu'il y a assez d'os, qu'il n'y en a pas assez. Il y a vraiment le manque d'os
vraiment en arrière. Donc, ça donne une idée. Et je pourrais envoyer ça à la compagnie et elle me fabriquait un guide pour de l'os. Donc, je ferais ma chirurgie, je mettrais le guide pour voir si j'ai augmenté l'os au bon endroit lors de la chirurgie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la crête iliaque ici, antérieure de la patiente, et je peux à peu près gauger le volume que je vais prendre. Donc, ça minimise quand même un petit peu la morbidité au niveau de la prise du greffon. Donc, vous voyez que c'était le côté gauche qui manquait le plus d'os. Donc, quand j'ai ouvert en bouche, le côté gauche ici manquait beaucoup d'os. Donc, j'ai vissé un bloc ici. J'ai augmenté au niveau de ses sinus. Et ça, c'est ce qu'on avait avant. Et c'est surtout ici qu'il nous manquait de l'os qu'on a vu sur notre planification virtuelle. Et vous voyez qu'en post-op, c'est ça. Ce sont les vis qui tiennent les blocs d'os. Et vous voyez que j'ai augmenté le volume osseux au niveau postérieur de la mâchoire de la patiente pour pouvoir recevoir les implants à l'endroit qu'elle en a besoin. Donc, au niveau de la technologie, en implant, ça nous permet de mieux visualiser les défauts osseux. Ça nous permet de mieux voir l'étendue de la procédure et l'expliquer au patient. Et ça nous permet de placer l'implant dans une position optimale. Donc, ça, c'est ma greffe. On peut pousser le processus encore plus loin. Ce qui arrive, c'est que maintenant, une fois que j'ai ma greffe, je rescanne le ou la patiente, ou ça peut être un cas que je n'ai pas greffé aussi. Et ce qui arrive, c'est que je planifie sur le logiciel où je vais mettre mes implants. J'envoie au laboratoire qui me fabrique ensuite un guide que je vais visser dans la mâchoire de la patiente avec les trous exactement à l'endroit où je vais mettre mes implants. Et une fois lors de ma chirurgie, ce que je fais, c'est que je visse ce guide dans la mâchoire et je mets mes implants exactement à l'endroit où c'est fait. Pour aller encore plus loin, mon collègue qui fait les dents pourrait prendre mon scan avec la position des implants, puisque je sais exactement où ces implants vont être, puisque lui sait exactement où les implants vont sortir. Il peut envoyer ma planification laboratoire. Ils peuvent déjà fabriquer les dents avant même que je pose les implants. Et ce que c'est que je mets les implants avec le guide et lui, il vient, il visse les dents ou la prothèse directement sur les implants. Donc, tout peut se faire en une journée et toute cette planification peut se faire pour que le patient ait ses dents avec un minimum d'étapes. C'est sûr que le coût associé à ça est énorme. Un guide comme ça est à peu près 1 000 $. Si le patient veut avoir ses dents fabriquées avant la prothèse, c'est environ 5 000 $ juste de frais de laboratoire. Donc, c'est sûr que le patient il part en partant à peu près 7 à 8 000 $ si on inclut les scans de frais, puis il n'a pas encore payé les professionnels. Il a uniquement payé la technologie pour avoir ce qu'il voulait. Mais c'est quand même très, très utile. Au niveau de la pathologie maxillofaciale, qu'est-ce qu'on fait? Bien, nous, on traite les tumeurs malignes et bénignes au niveau de la mâchoire et au niveau du cou. On fait des reconstructions primaires ou secondaires. Primaire, ça veut dire qu'on reconstruit en même temps qu'on enlève la tumeur. Secondaire, ça veut dire qu'on enlève la tumeur, on laisse guérir quelques mois et ensuite on reconstruit un petit peu plus tard. On fait des greffes osseuses libres ou vascularisées. Et le but de tout ça, c'est vraiment de redonner la forme et la fonction au patient. Donc ça, c'est un cas prono qu'on a fait. C'est un patient de pays, évidemment, pas développé, qui a cette tumeur depuis des années. Et il est arrivé, il est venu nous voir quand j'étais aux États-Unis et il avait besoin d'une chirurgie. Donc, ce qu'il a, c'est un améloblastome. Un améloblastome, c'est une tumeur bénigne, donc ce n'est pas un cancer, mais qui est localement invasif, qui peut grossir de façon presque indéfinie. Ça, je vous dirais que c'est même pas le plus gros améloblastome que j'ai enlevé de ma vie, parce que dans les pays, on faisait beaucoup de missions quand j'étais à New York. Ce qui arrive, c'est que dans ces pays-là, ça grossit et personne vraiment, ils n'ont pas accès aux soins, donc ça devient problématique pour eux. Donc, vous voyez qu'en bouche, évidemment, la tumeur a comme refermé sa mâchoire sur elle-même. Donc, ce patient-là ne peut pas se nourrir adéquatement, n'est pas confortable avec son esthétique. Et ce patient-là, en général, n'est pas confortable dans la vie. Donc, on fait un scan pour plusieurs raisons. Ça, c'était un cas que c'était le début de l'art technologique. Donc, le fait de juste avoir un scan, on était très content. La chose qu'on regarde quand on a un scan et on a une aussi grosse tumeur, c'est qu'on regarde les vaisseaux sanguins. Je veux savoir, est-ce qu'il y a vraiment des vaisseaux nourriciers un petit peu partout dans cette tumeur-là ou est-ce que c'est quand même pas pire puis je ne veux pas trop avoir de saignement lorsque je fais l'ablation de cette tumeur. Donc, ça, c'est une dissection extra-orale. Donc, on a fait, ça, c'est le cou du patient. On ouvre, puis on dissecte avec une lame tout autour de la tumeur. Après ça, on va en bouche. On dissecte tout en bouche. On met une plaque de reconstruction après qu'on ait sectionné la tumeur. Et vous voyez la tumeur. Combien de livres vous pensez qu'elle pesait? Il y avait des bêtes entre l'anesthésiste, les chirurgiens, les résidents. Pesait, c'était 7 livres. Donc, c'est comme un mini gros bébé. C'est quand même pas pire. C'est pas mal lourd. Moi, je pesais à peu près 7 livres. Mais moi, j'ai des gènes vietnamiens, fait que je peux. Donc, on avait quand même presque toute la mâchoire de ce patient, malheureusement. Mais
on a une plaque de reconstruction puis on l'a laissé guérir. On a fait une reconstruction secondaire, c'est-à-dire qu'on l'a laissé guérir, puis on l'a renvoyé dans son pays. Bien, pas renvoyé, on l'a juste laissé repartir dans son pays. Puis, il est revenu après, quelques mois plus tard, pour qu'on reconstruise sa mâchoire avec l'os. On a fait une deuxième chirurgie, on a encore ouvert son cou, on a pris sa hanche postérieure, on a pris des blocs et on a pris de la moelle, on a tout mis ça dans un grinder, puis on l'a rattaché à la plaque qu'on avait déjà mis, on a fait de la résection. Et on referme tout ça, puis on laisse ça guérir à peu près un bon 9 mois pour que l'os devienne très stable. Donc ça, c'est une radiographie panoramique. Donc ici, vous voyez la mâchoire du haut, pour ceux qui ne sont pas médecins dentaires. Vous voyez la plaque de reconstruction qu'on a mis. Et vous voyez ici, c'est l'os qu'on a vissé à la plaque. Et le but de tout ça, c'est quoi? Le but de tout ça, c'est de redonner des dents au patient. Le patient ne veut pas avoir une plaque. Le patient ne veut pas avoir de l'os. Le patient, il veut des dents. Donc, éventuellement, il est revenu nous voir et nous avons posé à peu près une douzaine d'implants pour recevoir une dentition complète en bas. Évidemment, tout ça à date, à part le scan original où on a regardé la vascularité de la tumeur, tout ça a été fait, encore une fois, relativement au pif, puis le résultat n'est pas pire. On a fait la prothèse du patient, puis le patient est très content, la greffe a bien guéri. Bonne esthétique quand même, bonne forme, mais est-ce que c'est parfait? Ce n'est pas parfait. Si on regarde en bouche, c'est quand même un peu off. Pour les gens médecins dentaires, vous le voyez, c'est un petit peu off. On est en... Pour ceux qui ne sont pas médecins dentaires, nos dents du haut sont peut-être à l'extérieur de nos dents du bas, à moins que vous êtes déformés. Puis, donc là, vous voyez que les dents du bas sont comme un petit peu à l'extérieur des dents du haut. Ça a été jugé de façon quand même au pif, puis c'est quand même un bon résultat. C'est un résultat qui est très acceptable, mais la question demeure toujours, est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui, on peut faire mieux maintenant de nos jours. Donc, si on fait une planification virtuelle d'une résection, on prend un scan du patient et ensuite, sur l'ordinateur, on planifie où on va faire la résection. On planifie la reconstruction du même coup. On peut aussi planifier la position des futurs implants dentaires parce que le but, encore une fois, c'est de redonner des dents au patient. Et ça nous permet ensuite d'adapter les plaques de reconstruction avant la chirurgie et ça diminue énormément le temps opératoire. Donc, si on fait une planification d'une tumeur, si la tumeur elle est ici, on planifie sur l'ordinateur la résection ici et la compagnie nous envoie un modèle qui nous démontre exactement de quoi va avoir l'air le défaut et nous envoie des guides pour plier les plaques. Ça ne paraît pas, mais ces plaques de reconstruction, c'est très difficile à plier. C'est un art. Ça peut passer. Un résident de première année, là, un junior, peut prendre 1 heure et demie à plier cette plaque-là, puis souvent, il doit en passer 2. Une plaque de reconstruction, c'est 5 000 $. Fait que la compagnie est super contente quand c'est un junior qui l'a plié parce qu'on finit par l'acheter puis on en prend une autre. Mais ça peut prendre 1 heure de temps opératoire pour plier cette plaque-là. On sauve 1 heure quand cette plaque elle est pré-pliée par la compagnie avec le guide. On peut demander à la compagnie de pré-plier la plaque pour nous ou on peut recevoir le guide puis plier la plaque avec nos mains dans nos temps libres puis la faire stériliser avant la chirurgie. C'est les deux options. La compagnie va aussi nous envoyer des guides de coupe. Donc, elle va m'envoyer des choses comme ça que je vais mettre sur la mâchoire, que je vais visser. Puis ici, la petite fissure que vous voyez là, c'est là où va aller ma scie. Puis ma scie va permettre de faire la marge de résection pour enlever la tumeur. Et ici, elle me donne d'autres guides de coupe pour reconstruire la greffe. Donc, une fois que j'ai la greffe, ou si on fait 2 équipes, l'équipe qui prend la greffe peut mouler la greffe pendant que moi, je fais la résection et ça diminue à peu près de 2 fois le temps opératoire pour le patient avec une extrême précision. Donc, ça, c'est un autre cas d'améloblastome que j'ai fait. Et ce qui arrive ici, c'est qu'on a fait une planification virtuelle. Donc, la tumeur va être, c'est ce qui est en noir, tout ici. Donc, un améloblastome, on doit prendre environ 1 cm, passer les marges radiologiques, donc à peu près ici et ici. Et c'est ça le modèle qu'il nous donne. Donc, on veut faire la résection ici, on veut faire la résection ici et du bon regard pour la symétrie au niveau de la reconstruction. Et ça nous donne une très, très bonne idée de quoi va avoir l'air notre résection et notre défaut osseux. Donc, on fait la chirurgie qui a été planifiée virtuellement. Donc, j'ouvre à l'intérieur de la mâchoire. Je dissèque la tumeur un peu comme la première tumeur que j'ai faite. Je passe par le cou, j'ouvre ici, je dissèque autour de la tumeur et je fais ma résection exactement comme planifié. Vous voyez que la tumeur elle a perforé ici au niveau extérieur de la mâchoire. Et on remet la plaque de reconstruction qui a été pré-pliée et la greffe qui a été adaptée avec le guide de coupe que la compagnie m'a donné. Et ici, c'est la radiographie post-opératoire qui a l'air pas pire. Ça ne nous dit pas grand-chose. Est-ce qu'on a pu prédire le futur? Est-ce que j'ai pu prédire le futur dans ce moment spécifique-là de ma vie? Bien, c'est vous qui allez me le dire. Ça, c'est ce que j'ai voulu prédire. Ça, c'est le scan post-opératoire.
Donc, c'est pas mal précis. Vous voyez la coupe ici, morceaux de greffe. Ici, les 3 morceaux de la greffe qu'on a pris avec les guides de coupe sont pas mal pareils. Et en dessous, on voit que c'est à peu près le même contour. Donc, oui, ces guides-là sont très précis. Ces guides-là nous sauvent énormément de temps et nous permettent d'avoir une chirurgie qui est sans embûches, du moins on l'espère, ou de moins d'embûches. Donc, ça, c'est vraiment une chirurgie qui est de plus. Maintenant, de nos jours, ce qui arrive aussi, c'est qu'ils vont vous planifier votre guide pour les implants dentaires en même temps. Et il y a des gens qui vont mettre les implants en même temps quand c'est une greffe qui est vascularisée. On le fait moins parce que c'est moins essentiel, puis parce que plus tard, on peut toujours replanifier. C'est-à-dire qu'une fois que le patient il est complètement guéri, on reprend ce scan-là, on le met dans notre logiciel, on planifie les implants dentaires et on envoie ça à la compagnie qui nous renvoie un guide pour les implants. Souvent, les implants, c'est fait de façon subséquente et pas en salle d'op, pour des raisons vraiment plus politiques, parce que tout ce qui est dentaire, évidemment, comme vous le savez, au niveau de la salle d'op, n'est pas comme couvert par le gouvernement, alors que les chirurgies de tumeurs le sont. Alors, ça devient une zone un petit peu grise pour le système de santé en ce moment au Québec. Le désavantage, c'est le coût. Ça coûte excessivement cher. Il faut que le patient le débourse. Les hôpitaux ne sont pas prêts à assumer ce coût-là. L'argumentation de l'hôpital, c'est qu'ils sont capables de faire la chirurgie sans cette technologie. Si une approche multidisciplinaire est faite, les 2 équipes doivent être familières avec la technologie, sinon il y a une équipe qui va être très inconfortable à utiliser la technologie. Et le dernier désavantage, et encore ça revient à la même chose, qu'il faut apprendre à ramper avant de marcher, il faut apprendre à faire cette chirurgie-là sans planification virtuelle avant de la faire. Parce que si jamais j'ouvre la tumeur et que je réalise que mes marges sont différentes de mes marges que j'ai planifiées sur ordinateur, je ne peux plus utiliser rien du guide. Donc, essentiellement, je prends les guides, je les jette aux poubelles, puis je refais la chirurgie comme si je n'avais pas de guide, comme j'avais appris originalement. Donc, ce sont de l'argent gaspillé. Donc, ce sont certains désavantages qu'il y a à utiliser cette technologie. La chirurgie orthodontique, c'est quoi? La chirurgie orthodontique, c'est probablement ce que les chirurgiens maxillofaciales nous faisons le plus. C'est des chirurgies où on réaligne les mâchoires qui sont mal alignées. C'est un traitement qui est fait avec un traitement de broche. Donc, l'orthodontiste va mettre des broches, aligner les dents du patient et ensuite, nous, on va raligner les mâchoires pour donner une bonne occlusion et une bonne esthétique au patient. Donc, quelqu'un comme ça ici, une patiente dans la vingtaine qui n'a pas de menton, qui n'a pas de mandibule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une coupe, avancé sa mandibule du bas et j'ai avancé son mandibule pour lui donner un profil beaucoup plus droit. Donc, quand même une chirurgie qui est, à mon avis, pas mal esthétique. Le patient a eu 20 ans et est capable de survivre jusqu'à là. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'a pas été capable de manger jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est des chirurgies qui sont vraiment esthétiques pour vraiment mettre des normes esthétiques au niveau du visage. La planification se fait sur des modèles. Donc, encore une fois, moi, quand le patient vient me voir, je prends des moules, je prends des modèles, je joue avec et ensuite, je fabrique des petits guides qui vont me guider lors de la chirurgie pour positionner mes mâchoires. De plus en plus, à la technologie, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a plus de modèles de pierre, on n'a plus de splint. Tout se fait par ordinateur et la compagnie m'envoie les guides déjà tout faits. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, la chirurgie maxillaire, c'est qu'on coupe, toute cette chirurgie-là se fait à travers la bouche. On coupe à l'intérieur de la mâchoire, on sépare la mâchoire du haut du reste du visage et on l'avance ou on la recule, on la descend, on la mène dans la direction. Donc, c'est à peu près quelque chose de ça a l'air. Donc, on prend ici, puis on passe à travers la mâchoire du haut, puis on la descend, puis on la met dans une nouvelle position avec notre guide. On met des plaques et des vis pour la garder dans la nouvelle position et le patient doit guérir pendant environ 6 semaines avant de recommencer à manger très dur. Quand on parle de la mâchoire du bas, c'est une ostéotomie sagittale qu'on appelle. Donc, on coupe en arrière ici. Ça, c'est l'évolution de l'ostéotomie sagittale, mais aujourd'hui, c'est vraiment ces coupes-là qu'on fait. Donc, on prend ici, coupe comme de façon sagittale la mâchoire et on l'ouvre. Et là, ça nous permet de glisser les segments pour avancer ou reculer la mâchoire du bas par rapport à notre planification. Donc, c'est à peu près quelque chose comme ça qu'on fait en bouche. Donc, si on regarde ce patient-là, un beau jeune homme quand même, mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qui ressortent. Il y a un menton un petit peu fuyant, sa mâchoire est un petit peu proche et il sourit, un sourire très gingival, il montre beaucoup de gencives. Donc, ce patient-là est venu pour des raisons esthétiques, il voulait corriger. Ce que j'ai fait, donc, comment on planifie ces chirurgies-là, c'est qu'on prend des moules, et ensuite, on simule la chirurgie sur le modèle. Donc, moi, je colle ça, je mets du plâtre et voyez-vous, le plâtre, il n'est pas continu ici. Moi, j'ai pris une scie que j'ai achetée chez Rona, je coupe la pierre et ensuite, je simule le mouvement que je veux simuler en chirurgie selon les mesures que j'ai prises. Et ensuite, je remets du plâtre pour remettre les mâchoires dans la nouvelle position. Donc, ça, c'est la position finale que je veux. Et ensuite, je fais ça, je prends ces poudres liquides, ceux qui sont en médecine dentaire sont très familiers. C'est de l'acrylique, on prend de la poudre liquide, on met ça sur les dents et on ferme le modèle. Puis là, on indexe
les dents dans la nouvelle position. Et ça me permet de vraiment savoir où je vais mettre mes dents, je veux dire. Donc, en chirurgie, je fais mes coupes, comme je vous ai montré, et ensuite, j'embroche le patient avec le guide que j'ai fait. Okay? Ensuite, je mets les plaques et les vis parce que maintenant, le guide amène la mâchoire à la nouvelle position ou à la position qu'on veut. Et le patient, il passe de ça à quelque chose comme ça. Donc, très satisfait, il était très content. Profil est droit, j'ai redonné un menton, donc il était très content. Ça ne paraît pas, mais pour moi, c'est environ 3 à 5 heures de travail après que mon patient soit parti. Couler les modèles, faire les montées, bouger tout ça, faire les splints, donc faire les guides. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est capable de faire ça, une planification qui est 100% virtuelle. Les scans modernes nous permettent d'avoir assez de précision pour voir l'os. La seule chose qui n'est pas encore possible de voir, c'est les dents. Je dois prendre un modèle. Une empreinte, je prends un modèle et je l'envoie FedEx à la compagnie. Tout le reste, je l'envoie par un logiciel DICOM à la compagnie et on peut tout faire ça virtuellement. Rapide, ça élimine le laboratoire et ça amène une plus grosse précision parce que maintenant, je peux visualiser en temps réel les mouvements. Donc, cette patiente-là, c'était un gros cas. Très gingivale, vous voyez que sa mâchoire, tout son complexe est croche d'un côté, donc je voulais tout réaligner d'un côté, donc un mouvement asymétrique, et je voulais aussi refermer un petit peu ou enlever un petit peu de sa mâchoire du haut pour lui redonner quelque chose qui est un petit peu plus esthétique. Et c'est en temps réel. Donc, ce qui arrive, c'est que j'envoie le logiciel, j'envoie les modèles, puis j'envoie un petit email, puis je dis à la compagnie, moi, 4 heures demain, je veux te parler. À 4 heures demain, il y a un gars qui pop-up sur le système, il y a un password, on rentre. Puis, en temps réel, j'y parle. J'ai dit, écoute, je veux avancer ma mâchoire du haut de 5 mm, de la baisser de 4 mm, puis de bouger ma mâchoire du bas d'un côté et de l'autre. Et ce qui arrive, c'est qu'en temps réel, il fait les mouvements sur le modèle en 3D pour moi. Donc là, je peux voir tout ce qui est coloré, c'est ce qui est bougé. Donc, je peux voir mes coupes, je peux voir les interférences. Je peux voir, voyez-vous ici, je vois qu'il y a une interférence, donc je peux de rediminuer ou de m'envoyer un guide de coupe pour couper l'os ici. Si jamais je vois que l'os interfère, je peux lui demander est-ce que l'interférence est de 2-3 mm, est-ce que je peux m'en sortir, est-ce que tu m'envoies un guide de coupe. Sinon, des fois, je change la planification. Donc ça prend environ une quinzaine de minutes et je suis capable de absolument planifier mon mouvement exactement comme je veux le faire chirurgicalement sur l'être humain. Il m'envoie ensuite un petit tableau avec toutes les mesures pour m'assurer que c'est les mesures que j'ai voulu faire, que j'ai voulu planifier. Et finalement, il me donne un guide avec toutes différentes mesures avant et après. Encore une fois, pour regarder tout ça. Et on regarde pour voir superposé, on regarde le nerf. Donc, j'ai vraiment une bonne idée de qu'est-ce que je veux faire. Maintenant, c'est juste une question d'aller en SADOP et d'exécuter exactement ce que j'ai planifié. L'autre chose, c'est qu'il m'envoie des guides. Donc, je n'ai pas besoin de faire des guides. C'est des guides qui sont faits au laboratoire. Donc, il y a 2 avantages à ça. Un, je n'ai pas besoin de faire le guide. Et 2, le guide, il est excessivement rigide et excessivement précis. Donc, il n'y a pas de déformation. Quand je le fais au laboratoire à la mitaine, des fois, le guide n'est pas aussi rigide que j'aimerais et il y a un petit peu de déformation dans le guide. Donc, le mouvement, il n'est peut-être pas exactement comme je l'ai planifié. En fin de compte, ça ne changera pas grand-chose parce que ça fait à peu près 30 ans qu'on fait ça comme ça. Mais avec la planification virtuelle et les guides faits au laboratoire, c'est beaucoup, beaucoup plus précis. Donc, on fait la coupe. Et cette patiente-là, j'ai eu les guides. Et si on regarde post-op, on voit que tout était raligné ici. Elle est beaucoup moins gingivale, son complexe, il est droit. Et ce sont les plaques et les vis que j'ai mis dans la nouvelle position de la patiente. Et cette chirurgie-là m'aurait pris beaucoup plus de temps si ce n'était pas planifié virtuellement, parce que je pense que j'aurais planifié le mouvement différemment. J'aurais eu des interférences que je me serais battu avec pendant la chirurgie. Donc là, ça me permet de faire une chirurgie qui est, à mon avis, beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour la patiente. Ça, c'est ma fille qui est très déçue des Canadiens de ces temps-ci. Donc, c'est à peu près ça. Avez-vous des questions? On m'a dit une demi-heure. Je suis à 28 minutes. Question? Oui? En chirurgie de traumato, les plasticiens l'utilisent beaucoup. Ce qui arrive maintenant, parce que les scans, il faut comprendre que les scans ne peuvent pas vraiment voir les tissus mous. Donc, quand on fait de la traumato, il y a des scans dans les salles d'op maintenant. Donc, disons que je veux réduire une fracture puis je veux m'assurer qu'elle est bien réduite. Je peux sortir de la salle, mettre un scan au-dessus de la tête du patient, le scanner en temps réel et voir ma réduction, ensuite la réduire. Mais ça, c'est ce que les chirurgiens plastiques et moi, on utilise à l'hôpital. Sinon, en d'autres sortes de chirurgie en temps réel, au niveau ORL, des fois, ils font de la chirurgie guidée. Donc, il y a un scan qui est prémonté dans la machine et ensuite, sur la caméra, ils font une chirurgie puis ils regardent juste l'écran, ils ne regardent pas vraiment le patient quand ils font des endoscopies et des choses comme ça.
Mais c'est vers là que ça s'en va, c'est que bientôt, on va opérer en regardant l'écran d'un scan du patient et non en regardant le patient. Parce que ça fait des chirurgies minimalement invasives à ce niveau-là. Nous, c'est sûr qu'on fait moins de téléchirurgie et télémédecine parce que pas ce qu'on fait n'est pas important, mais c'est comme secondaire ce qu'on fait. Je veux dire, c'est jamais une question de vie ou de mort. Puis réellement, le champ d'opération est très petit. Donc, c'est très difficile de montrer à quelqu'un ce que tu fais, à moins que la personne soit vraiment à côté de toi. D'autres questions? Merci.